Faire face à une mer déchaînée, c'est ce à quoi ressemble le parcours pour devenir mangaka. Un voyage tumultueux, parsemé d'épreuves et de tribulations, où la plupart sont engloutis par les vagues avant même d'apercevoir la terre promise. Pourtant, quelques intrépides navigateurs parviennent à tracer leur route à travers ces eaux houleuses, découvrant des chemins inexplorés vers le succès. L'un de ces pionniers audacieux se nomme One, dont l'histoire atypique et la carrière imprévisible offrent un récit fascinant d'innovation, de persévérance et de triomphe inattendu. Ainsi, aujourd'hui, on va donc faire un tour du côté de son parcours en essayant de comprendre comment un mangaka qui ne savait pas dessiner a pu devenir l'un des auteurs les plus connus qui soit. Partie 1, la naissance d'une passion. On est le 29 octobre 1986 à Niigata au Japon et un jeune garçon vient tout juste de naître. Alors je sais ce que vous allez me dire pour le nom de la ville, oui, à une syllabe près, j'étais dans la merde. Bref, on ignore certes son nom et son prénom, mais une chose est sûre, son destin sera grandiose. Néanmoins, bien qu'il soit né à Niigata, le garçon va passer son enfance dans une autre ville du nom de Konosu, située dans la préfecture de Saitama. Cependant, ça ne va pas l'empêcher de se rendre souvent sur sa terre natale pour notamment y retrouver ses grands-parents. Alors on pourrait se dire que c'est une information dont on se fout totalement, mais pas forcément, puisqu'à chacun de ses voyages, sa grand-mère lui proposait de lui acheter un tome du manga de son choix, si bien que la plupart du temps, il optait pour un volume de Shin-chan. Bon, c'est vrai que chez nous, c'est pas une œuvre forcément connue, mais au Japon, la série est extrêmement populaire. Outre les 60 volumes et les plus de 1000 épisodes, on parle surtout de 148 millions de mangas écoulés, ce qui en fait largement l'un des mangas les plus vendus au monde. Plus que SNK, Bleach, My Hero Academia, JoJo et quasiment autant que Demon Slayer. Mais ce qui est intéressant avec Shin-chan, c'est que le manga utilise fréquemment l'humour absurde, le slapstick, c'est-à-dire une forme d'humour avec violence, et le gag visuel, avec Shin, le personnage principal, se retrouvant souvent dans des situations bizarres ou irréalistes. L'objectif principal de la série est le divertissement et l'humour, mais il n'hésite pas non plus à aborder des thèmes sociaux et familiaux. Et ça, pour le jeune garçon, ça va être une révélation. Ainsi, il ne souhaite désormais qu'une chose, devenir mangaka et écrire des œuvres similaires à Shin-chan. Dès le collège, il va donc commencer à gribouiller sur ses carnets et très rapidement, son style va se définir, bien loin des codes actuels. Lui, ce qu'il aime, c'est les dialogues et les situations absurdes, à l'instar de son œuvre favorite. Ainsi, il ne s'embarrasse pas avec le fait de s'inspirer du réel et se contente simplement de chercher le moyen de mettre en scène la moindre de ses idées. C'est ce qui explique par ailleurs son trait de crayon très particulier, même si comme il le dit lui-même, il aurait probablement été plus talentueux avec plus d'entraînement. Et en même temps, il faut comprendre un trait de la personnalité de celui qu'on nommera désormais One, c'est la timidité. Ayant peur d'être moqué ou dévalorisé à cause de sa passion, il décide de cacher à tous ses travaux. Si bien que durant des années, le jeune homme va grandir dans l'ombre sans que personne ne connaisse son talent, son rêve et surtout ses œuvres. Et comme il l'évoque très bien, notamment vis-à-vis de sa famille, il était surtout un peu gêné de leur avouer ça, parce qu'il savait que ces derniers souhaitaient plutôt qu'il fasse des études. Mais arrivé à l'université, son envie de rencontrer des gens avec les mêmes passions que lui se fait de plus en plus grande, et c'est alors qu'il va découvrir le monde merveilleux d'Internet. À ce moment-là, on est à la deuxième moitié des années 2000, notre jeune ami a un peu plus de 20 ans et va commencer à s'intéresser aux webcomics, permettant à chacun de se créer son propre site ou sa page sur une plateforme pour y héberger ses propres œuvres. Et je me dois de faire une légère aparté sur cet univers parce que je sais pas si j'aurai l'occasion d'en reparler à l'avenir. Comme je l'ai évoqué en introduction, devenir mangaka est un parcours semé d'embûches, si bien que pour un auteur, c'est presque une mission impossible de voir son œuvre rencontrer son public. Mais avec les webcomics, toutes ces barrières à l'entrée disparaissent, puisque n'importe qui peut poster ses travaux et espérer voir l'une de ses œuvres rencontrer directement du succès. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent, mais il y a plusieurs mangas ou animés qui sont à l'origine des webcomics. On peut citer par exemple Oremia, que j'avais présenté sur la chaîne et qui a été publié sur le site de l'auteur entre 2007 et 2008, mais aussi Etalia, qui met en scène les pays de manière anthropomorphique, c'est-à-dire en les représentant de manière humaine, ou encore Ascendance of a Bookworm, dont je vous avais là aussi déjà parlé. Et aujourd'hui, avec la démocratisation d'Internet, le médium a gagné en popularité, si bien que même la Shueisha publie certaines de ses œuvres uniquement en ligne. C'est le cas par exemple de Chojin X, le dernier manga de Sui Ichida, l'auteur de Tokyo Ghoul, ou bien même de Don Dadan et de Spy X Family. Bref, pour en revenir à One, à ce moment-là, on est dans les années 2000, et les webcomics au Japon restent un domaine ultra niché. Et ça, c'est parfait pour lui, il va pouvoir enfin poster ses œuvres de manière anonyme et sans aucune pression de quiconque. Pour ça, il va donc s'armer de son téléphone portable à clapet et prendre en photo ses dessins pour mettre en ligne ses premiers mangas via une plateforme spécialisée. Sauf que, vous vous en doutez, c'était de la merde. Comme il le dit lui-même, outre la qualité et l'angle de l'appareil photo le forçant à dessiner dans de toutes petites cases, le site sur lequel ces mangas étaient en ligne ne chargeait qu'une page après l'autre.
tout en sachant que ces pages en question ne pouvaient pas contenir plus de 2 bulles de dialogue, puisqu'uniquement accessibles sur téléphone, si bien que pour une simple scène, ça nécessitait le chargement d'une quinzaine de pages. Pour rappel, on est dans les années 2000, donc on veut dire que charger juste une page, c'est déjà super chiant. Cependant, ça ne l'empêche pas de poster ses premières œuvres, même si malheureusement, on n'a pas vraiment de traces de ces dernières. Alors, il y a quand même deux noms qui ressortent, Sunman et Tennis Player Ryu, mais on n'en sait pas plus. Apparemment, Sunman raconterait l'histoire de Boros, ou du moins il s'en serait inspiré pour son manga, même si au final ça ressemble plus à une blague qu'autre chose, et pour Tennis Player Ryu, c'est Murata qui en a brièvement parlé sur son Twitter après avoir placé un easter egg dans l'un des chapitres de One Punch Man. Et encore, il paraît que ces deux œuvres sont en réalité des mangas faits par One quand il était enfant, donc autant vous dire qu'il n'y en a plus aucune trace. Mais bon, là je viens de sauter 1 milliard d'étapes, donc revenons-en à ses débuts. Voyant certains de ses amis qui s'est fait sur internet commencer à faire leur petit bonhomme de chemin dans le monde du manga, il décide de passer à la vitesse supérieure. Pour ça, il conçoit un gag manga au format 4 cases de 19 pages pour aller le présenter à un éditeur du Weekly Shonen Jump, en étant sûr que ce dernier va exploser de rire en lisant ce qu'il a écrit. Résultat, c'est un gigaflop. Ce qui se passe, c'est que l'éditeur en question se retrouve face à lui à lire les 19 pages super rapidement sans même esquisser un seul sourire. Donc à ce moment-là, One, il a des sueurs froides et il se demande qu'est-ce qu'il fout là. Ainsi, au final, son manga est rejeté et comme il l'avouera quelques années plus tard, c'est tout simplement parce que c'était super nul. Bref, c'est pas la joie pour One, mais alors qu'un de ses amis vient de s'acheter un ordinateur pour pouvoir dessiner plus facilement ses mangas et les publier sur de vrais sites, il décide de l'imiter en acquérant lui aussi un PC portable ainsi qu'une tablette graphique avec un logiciel de dessin intégré. D'ailleurs, le logiciel c'était Comic Studio Mini, alors est-ce que ça vous intéresse? Non, je pense pas, non. Mais surtout, son ami lui fait découvrir l'existence de Nicha. Alors Nicha, c'est une plateforme où tout le monde peut poster ses propres mangas gratuitement, si bien qu'à cette époque, on comptait déjà plus de 5000 œuvres accessibles. Et c'est d'autant plus amusant quand on sait que pas mal d'auteurs ont fait leurs premières armes sur ce site, comme Suichida que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi Tatsuki Fujimoto à qui on doit Chainsaw Man, ou encore Yabako Sandrovich, le scénariste derrière Kengan Ashura. Pour One, c'est vraiment l'Eldorado et il décide de faire comme tous les auteurs que je viens tout juste de citer, c'est-à-dire s'entraîner. On est donc en juillet 2009 et certains ici n'étaient peut-être pas encore nés quand One imagine une histoire d'apparence toute simple et qu'il va nommer One Punch Man. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette dernière allait changer sa vie. Et avant ça, laissez-moi vous parler d'un autre manga tout juste sorti chez les éditions Manabooks qui sponsorise à l'occasion cette vidéo. Depuis l'apparition de monstres en tout genre, l'univers s'est retrouvé métamorphosé. Désormais, chaque enfant venant au monde se voit attribuer un rôle. Ce peut être un rôle avec une aptitude, comme guerrier, archer ou mage, ou bien un rôle béni des dieux, comme celui de roi ou de héros. Et tout ça ne concerne qu'une infime partie de la population. Les autres sont simplement des villageois destinés à garder un niveau faible, à ne pas savoir se battre et à devoir s'occuper des plus bas besogne. Mais contre toute attente, l'un d'eux semble déjouer les règles de l'univers. En effet, le jeune Kagami, bien que villageois, possède un niveau de 999, lui conférant alors une puissance redoutable. Seulement, son quotidien paisible va se retrouver chamboulé lorsqu'il va faire la rencontre d'une fillette s'avérant être une démone. Dès lors, tous deux vont faire équipe dans une quête épique afin de rendre le monde meilleur. Bon, on est dans un monde médiéval fantastique, donc forcément l'univers est teinté de magie, de chevalerie, de créatures en tout genre, mais également d'une certaine pointe d'humour parfaitement maîtrisée. J'en veux pour preuve la révélation de la véritable nature des centaures que je vous laisserai découvrir par vous-même en lisant Villageois level 999. Parce que ouais, depuis le 1er juin, les 2 premiers tomes sont sortis, marquant ainsi le début d'une série déjà en cours au Japon et possédant pas mal de tomes. Bref, c'était une très bonne surprise, remplie de clins d'œil au monde du jeu vidéo, donc je vous conseille grandement de lire Villageois level 999 et pour ça vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Partie 2, la création de One Punch Man. Pour ce qui est de l'histoire, vous la connaissez tous, Saitama est un super-héros qui peut vaincre n'importe quel adversaire avec un seul coup de poing, capacité qui le laisse insatisfait et désintéressé par les combats. Ainsi, l'intrigue principale tourne autour de sa vie alors qu'il navigue dans le monde des super-héros tout en luttant contre l'ennui et le manque d'excitation résultant de son incroyable puissance. Mais qu'il recherche un adversaire digne de lui, il reste constamment déçu par le fait que tous ses combats se terminent en un seul coup de poing. One Punch Man se distingue donc par son inversion des tropes typiques des shonen. Alors que la plupart de ses œuvres mettent l'accent sur la croissance et le développement du personnage principal au fil du temps, Saitama est dès le départ pratiquement invincible. Cette puissance absurde est utilisée à la fois comme un élément comique et comme une critique des clichés du genre. En créant un personnage principal qui est invincible et capable de vaincre n'importe quel adversaire avec un seul coup de poing, One a éliminé l'élément traditionnel du conflit et de la tension dans la plupart des histoires de super-héros. Ainsi, l'histoire se concentre plutôt sur le dilemme personnel de Saitama, ce qui crée un genre de tension interne
interne plutôt qu'externe. Il a du mal à trouver un sens et une satisfaction dans sa vie en raison de sa propre invincibilité. Certes, il n'a pas à craindre la défaite, mais en même temps, il ne peut pas non plus ressentir l'excitation de la victoire. Bref, c'est un développement exceptionnel avec une vision unique, et bien qu'au vu de l'histoire on pourrait croire à un nanar, il s'avère que ça fonctionne à merveille. Et le plus exceptionnel dans tout ça, c'est que One n'avait absolument rien prévu de tout ça. Une fois que le premier chapitre sort, il pensait seulement en faire quelques-uns de plus, l'idée étant avant tout de s'entraîner à l'utilisation de la tablette graphique. Cependant, après avoir reçu des commentaires positifs et des réactions enthousiastes pour la série, il a continué à publier de nouveaux chapitres. Et quand je vous parle de commentaires positifs et d'un véritable engouement, c'est peu de le dire. À ce moment-là, on est toujours en 2009 et sur Nicha, une œuvre est dite populaire quand elle reçoit une trentaine de commentaires par chapitre. Pour One Punch Man, en seulement 4 mois d'existence, le manga, on comptabilise déjà plus d'1 millier. Et forcément, ça fait que One et son manga ne passent pas inaperçus. Ainsi, One Punch Man se retrouve premier des classements sur le site, qui comptabilise à ce moment-là des milliers de visiteurs par mois, même si bon, vous en doutez, ça reste difficile de retrouver des chiffres précis pour une date aussi ancienne. Bref, c'est d'autant plus remarquable qu'on constate que ce qui était sa faiblesse, c'est-à-dire son niveau de dessin, devient sa force, puisque grâce à ça, il se démarque de tous les autres auteurs. Parce que ouais, sur les 5000 autres séries qu'on retrouve sur le site à ce moment-là, l'écrasante majorité se contente de ressembler à ce qui se fait déjà. Et on le sait très bien, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Bon, à ce moment-là, on se dit banco, la suite, on la connaît, il va se faire remarquer et il va s'imposer dans les sommets. Sauf que pas du tout. Parce que ouais, être l'auteur du webcomic le plus populaire du pays à ce moment-là, c'est incroyable, mais ça paye pas les factures. Et à un moment donné, la réalité finit par le rattraper. Se retrouvant face à des problèmes d'argent, il décide donc de stopper One Punch Man en février 2010 pour trouver un travail. Ainsi, on se retrouve 1 an plus tard et One fait face à un dilemme. Soit il reste dans son travail parce qu'il s'entend super bien avec son patron et au moins ça lui assure des revenus, soit il quitte tout pour reprendre la production de son manga en espérant un jour pouvoir en vivre. Bref, c'est un choix pas évident, mais heureusement il va faire la rencontre d'un homme qui va tout changer. Partie 3, la rencontre avec Yusuke Murata. Bon, clairement, là, je sais pas par où commencer. Déjà, on va se dire un truc, si cette vidéo fonctionne autant que les 2 premières et qu'elle vous plaît, on en fera une à l'avenir sur Yusuke Murata. Comme ça sera plus simple. Donc pensez à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Ensuite, pour vous la faire courte, Murata, il est à l'origine connu pour s'être occupé des dessins d'Aishil 21. Autrement dit, l'un des meilleurs mangas de sport de l'histoire. Et si on a plutôt tendance à retenir son nom, à l'inverse d'Inagaki, le scénariste, qui a pourtant fait un excellent travail et qui s'est aussi occupé de l'histoire de Dr Stone, c'est en partie à cause de ça ou encore de ça. Bref, vous l'avez compris, il s'assoit facilement à la table des plus grands, c'est bien qu'on en vient souvent à le comparer avec Kentaro Miura. D'ailleurs, il faudra aussi dédier une vidéo à ce dernier un jour, mais ça prendra du temps. Donc, pour rappel, on est mi-2010 et depuis quelques mois maintenant, Aishil 21 a raccroché les crampons, si bien que du côté de Murata, il s'emmerde un petit peu. Du coup, il fait la même chose que nous, mais 10 ans en avance, il se met à traîner sur Twitter, quand il tombe soudainement sur le tweet d'Akiman, un illustrateur japonais, qui dit ceci: One Punch Man est vraiment bon. Donc forcément, ça l'intrigue, à tel point qu'il se retrouve à taper une nuit blanche pour rattraper l'intégralité des chapitres déjà parus, avant de lui-même tweeter à son jour: OPM a été mis à jour. Alors ouais, les japonais adorent Twitter et surtout les mangakas sont pas mal actifs sur le réseau. J'en veux pour preuve le retour de Togashi il y a 1 an de ça qui justement avait été teasé par Murata, le tout sur la plateforme. Bref, One voit ça, il est content et honoré, mais à ce moment-là il est toujours en pause, si bien que le temps passe et au bout d'un an il finit juste par tweeter: je pense à quitter mon travail pour devenir un mangaka, mais mes proches m'en empêchent. On en revient donc au dilemme que j'évoquais tout à l'heure, sauf que Murata tombe sur ce message et comprenant que One Punch Man va s'arrêter, il décide de contacter One pour lui proposer de travailler ensemble. Bon là on se dit, ça y est, c'est officiellement banco, sauf que c'est pas aussi facile que ça. En fait, à ce moment-là, bien que Aishil 21 soit terminé, Murata est toujours en contrat avec le Shonen Jump. Et ramener quelqu'un comme ça pour qu'il travaille avec lui ne se fera jamais. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le destin va s'en mêler. La même année, Murata tombe grièvement malade, à tel point que ses organes sont infectés et qu'il peine à respirer. Désormais sur son lit d'hôpital, il prend conscience que la fin approche, et comme il le dit lui-même, je suppose que les gens meurent comme ça. Cependant, il perd pas espoir pour autant, en se disant, si je dois mourir, je veux faire quelque chose que j'aime vraiment. Et à ce moment-là, tout ce qu'il souhaite, c'est dessiner One Punch Man. Il décide donc de passer outre le Shonen Jump et de contacter un maximum d'éditeurs pour que son projet soit validé. Finalement, la Shueisha qui est derrière le Shonen Jump accepte de publier leur manga, mais sur une toute nouvelle plateforme en ligne dédiée au seinen, Tonari no Young Jump. Ainsi, le 14 juin 2012, 6 mois avant la fin du monde et à l'occasion de la sortie du web magazine, sort le premier chapitre du remake de One Punch Man. Partie 4, un succès retentissant.
retentissant. Forcément, dès que le premier chapitre est publié, c'est instantanément un succès, puisque la fanbase de One Punch Man est déjà présente. Ce qu'ils vont découvrir dépasse l'entendement, tout en respectant l'univers de One ainsi que sa narration, sa mise en scène et son ambiance. Murata a sublimé chaque détail. Son seul souhait était de dessiner ce manga et ça se ressent dans la lecture. Vraiment, je compte pas le nombre de scènes sublimes qu'on retrouve tout au long de l'œuvre, ne serait-ce que la première page annonce déjà la couleur. Et surtout, comme je disais, le plus incroyable, c'est qu'il a su parfaitement garder le style simpliste de One, avec notamment le design de Saitama qui vient contraster avec le reste de l'univers. Si bien qu'au final, cette combinaison parfaite entre le dessin minutieux de Murata avec l'humour unique et la narration fascinante de One fonctionne à merveille. Alors forcément, le succès est tel que 3 ans plus tard est annoncée la sortie d'une adaptation animée, et tandis que seulement 12 épisodes vont voir le jour fin 2015, ça va suffire pour que One Punch Man devienne un phénomène mondial. En effet, la série a été saluée pour sa réalisation, son animation et sa fidélité au style visuel du manga. L'animé a réussi à capturer l'essence de l'œuvre originale tout en la rendant accessible à un public plus large. Ainsi, l'œuvre se classe dans le top 10 des mangas les plus vendus de 2016 au Japon. En France, la même année, One Punch Man bat le record du nombre de ventes d'un manga sur une semaine. Et mine de rien, Saitama rentre dans la culture populaire, à tel point qu'aujourd'hui, tout le monde en a déjà entendu parler. Il y a qu'à voir le nombre de débats de merde qui ont tourné sur Saitama versus Goku ou Superman pour le comprendre. Et à ce moment-là, One Punch Man est absolument partout. Surtout que si vous avez déjà vu les 2 précédents épisodes, vous le savez, c'est une période un peu sombre pour l'industrie des mangas, qui battait un peu de l'aile. Suite à ça, One a obtenu une notoriété mondiale, gagnant même plusieurs prix, à l'instar du Shogakukan dont je vous avais déjà parlé. Mais plus fou, c'est que il s'est pas contenté que de ça. Aujourd'hui, on est en 2023, le manga est toujours en publication avec une fanbase solide, et bien que l'adaptation animée a connu quelques difficultés, une saison 3 devrait bientôt voir le jour. Et One s'est également payé le luxe de renouer avec le succès, grâce à l'apparition de Mob Psycho 100. Alors on n'en reparlera pas ici parce que la vidéo est déjà trop longue, mais croyez-moi, on y reviendra tôt ou tard. Ainsi, One est la preuve vivante que le chemin du succès n'est pas toujours linéaire ni traditionnel. Avec un style de dessin que certains considéraient comme rudimentaire, il a débuté en tant que webcomic amateur, loin des lumières de la reconnaissance mainstream. Pourtant, son travail unique, ses idées innovantes et sa détermination sans faille ont finalement porté leurs fruits. En restant fidèle à sa vision et en travaillant dur, One a réussi à transformer ce qui était censé être un échec en un succès international. Son histoire est un rappel inspirant que le talent véritable et la persévérance peuvent souvent surpasser les obstacles traditionnels pour atteindre le succès et réaliser ses rêves. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre mangaka vous voudriez que j'évoque dans un prochain épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki. Ciao.